Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, le ministre de la Santé remobilise les troupes. Objectif, faire face à la deuxième vague du coronavirus. Abdoulaye Diouf Sarr a visité 3 centres de traitement dans la région de Dakar ce samedi. Semaine du handicap, les femmes vivant avec un handicap souhaitent davantage d'accompagnement, notamment en matière de santé de la reproduction. Plus de détails dans cette édition. Avec Abdourahmane Ly, nous ferons connaissance avec Fallou Sarr, un laveur de voitures déterminé à gagner sa vie à la sueur de son front. L'originaire de Thiès s'est essayé à plusieurs métiers auparavant. Lutte contre la corruption, le Sénégal traîne toujours des pieds. C'est une de Sud Quotidien et notre article de la semaine et ce sera l'affaire de El Hadj Malick Cissé. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Un peu plus de précision concernant les mesures restrictives avec ce communiqué du gouverneur de la région de Dakar qui informe de la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons précédemment accordées sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre, de la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons antérieurement accordés sur l'étendue du territoire régional jusqu'à nouvel ordre. Le gouverneur précise que la police et la gendarmerie ont reçu instruction d'appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures ainsi que celles précédemment prises par Monsieur le ministre de l'Intérieur, notamment le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport, l'interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains de sport, salles de spectacle, espaces publics. Le gouverneur rappelle que le non-respect de l'heure de fermeture des débits de boissons fixés à 23 heures pour des raisons évoquées ainsi que de l'interdiction de la musique, des chants et danses expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et règlements. Et on parle toujours du coronavirus et aujourd'hui, 104 tests sont revenus positifs sur un total de 1328 réalisés. 4 décès ont été enregistrés, 13 patients en service de réanimation sont actuellement en service de réanimation et 44 autres ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Et les cas augmentent, les cas du coronavirus ne cessent d'augmenter ces derniers jours, comme nous l'indique le point du jour. Le ministre de la Santé prend les devants pour stopper la propagation. Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite de terrain ce samedi. Il a visité le centre de traitement de l'hôpital Fann, de l'hôpital Idrissa Pouye et de l'hôpital Dalal Jamm. Une visite pour encourager le personnel et réactiver une partie du dispositif mis en veille avant le regain constaté. Ces propos sont recueillis par Oumar Kane. Depuis un certain temps, nous sentons à l'international et chez nous que les choses reprennent. Et nous avons tout de suite pris les dispositions pour faire en sorte que la dynamique qu'on avait quelque part mise en veilleuse, parce que quand les choses ont reculé, nous avons effectivement donc mis en veilleuse une partie du dispositif. Et c'est cette partie du dispositif qu'on avait mis en veilleuse que nous sommes en train de réactiver, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est pourquoi, sur la base des recommandations du CNGE et du dispositif de monitoring et de suivi à notre niveau, nous avons décidé ce matin de faire le tour des CTE ici à Dakar. Nous avons fait l'hôpital Fann, l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et nous sommes actuellement à Dalal Jamm. J'aimerais donc à travers professeur Ndiaye et professeur Fortez féliciter l'ensemble du corps médical pour le travail remarquable qui a été fait. Je l'ai dit, la répétition est pédagogique, mais surtout par rapport à cet engagement-là, je crois qu'il faut toujours le répéter. Donc l'objectif de cette tournée, c'est de voir est-ce que le dispositif est bien en place et au point. Surtout par rapport au lit de réa
et au dispositif d'urgence. Nous avons vu à Fann, à Idrissa Pouye et à Dalal Jamm que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. La maladie continue de dicter sa loi ici au Sénégal. Cette fois, c'est au tour des grossistes de friperies du marché Colobane de crier leur désarroi face aux effets de la Covid-19. Ces commerçants dénoncent la lenteur dans la procédure de dédouanement ainsi de la livraison de leurs commandes. Les clients également se font désirer. Un reportage fait par Mohamed Rassoul Khan. Nous sommes au marché à la friperie de Colobane. Ce site, qui jadis accueillait du monde tous les jours, est tout calme. Le coronavirus est passé par là. Ce jeune homme assiste son frère. Il sent l'impact de la Covid-19 qui, selon lui, est la cause de la lenteur des procédures de dédouanement et de la livraison des commandes. Les conséquences de cette crise, de notre côté surtout, c'est qu'on peut noter aussi la lenteur administrative. C'est-à-dire que si les conteneurs arrivent au niveau du port, il faut attendre 1 à 2 semaines pour en avoir. Par contre, au temps normal, de 2 à 3 jours, tu peux avoir ton conteneur. Ce qui fait que tu attends plus de temps, tu perds plus de temps. Ce que nous pouvons retenir en termes de conséquences. Il poursuit et informe que le marché est bien approvisionné ces temps-ci, au grand bonheur des vendeurs et potentiels clients. Par contre, ce qui est aussi les avantages pour nous, c'est que le marché n'est plus inondé. Tu peux écouler le conteneur du jour au lendemain. Les clients en ont besoin et puis les conteneurs ne viennent pas comme en temps normal, quoi. C'est un avantage pour nous. Non loin de là, un autre grossiste vit la même situation, tout comme Abdoulatif Sissé, lui aussi subit les impacts de la crise sanitaire. Les commandes tardent à venir. Maintenant, les conteneurs font presque 20 ou 25 jours pour arriver, alors qu'en temps normal, ça ne faisait que 10 jours. Ce changement est dû à la Covid-19 et même les clients viennent rarement. Avant la maladie, nous recevions 10 à 15 clients par jour, mais ce n'est plus le cas. Ainsi, nous sommes obligés de faire baisser les prix. Au moment où le pays fait face à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus, les grossistes de la friperie subissent de plein fouet les impacts de la pandémie. Ces commerçants plaident pour l'assouplissement de la procédure de dédouanement. Beaucoup de préjugés sur les femmes handicapées conduisent certaines personnes à les juger. Cette situation entraîne des violences envers ces personnes en situation de handicap. En cette semaine du handicap, les femmes vivant avec un handicap veulent plus de liberté et d'accompagnement, surtout en matière de santé de la reproduction. Je vous propose d'écouter Madame Dagadjé, présidente du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Elle est avec Mamadou Lamine Fati. Une journée pour tous et une semaine ensemble. Ça veut dire encore une fois que nous sommes ensemble et que le handicap n'est qu'un élément de la condition humaine. En raison de notre spécificité et surtout des préjugés qui sont plus accentués chez les femmes handicapées vivent des violences symboliques, des violences morales et psychologiques. Parce que comme vous le voyez, en raison des préjugés, la plupart du temps, il est relaté des femmes handicapées mentales qui sont violées. Il arrive très souvent que certaines belles familles n'acceptent pas d'avoir une belle fille handicapée dans leur famille. Ça, on voit cela. Par rapport aussi aux violences physiques, telles que les viols et autres, il faut dire que les femmes handicapées, elles sont plus exposées. Les statistiques au Sénégal le montrent clairement. Le taux d'analphabétisme chez ces femmes handicapées est plus élevé que chez les hommes. Et il faut dire qu'en raison de leur spécificité qui réside dans leur santé de la reproduction, elles ont des problèmes de santé spécifiques.
certaines qui ont un handicap moteur assez lourd ont des problèmes pour porter une grossesse et même pour mettre au monde un enfant. Ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'être informées, elles ont besoin aussi d'être accompagnées. Parce qu'on nous dit que la césarienne est gratuite, mais au fait, l'acte de césarienne est gratuit, Donc, il y a tous ces autres éléments qui méritent d'être pris en compte pour ces femmes-là. Donc, vraiment, nous lançons un appel pour la prise en charge du paquet de services concernant la césarienne. Autant l'acte, les médicaments, le séjour à l'hôpital, etc. Autre chose, depuis 1995, les ex-travailleurs de la SIAS réclament leurs droits suite à la fermeture de leur société. Aujourd'hui, ces anciens travailleurs demandent que l'État leur rembourse 1,5 milliard. Une intervention du président Macky Sall serait utile à leurs yeux. Ousseynou Diop est le porte-parole des ex-travailleurs de SIAS. Il répond à Mamadou Lamine Fati. Aujourd'hui, nous se sommes rassemblés ici à Pékin pour vraiment demander encore le président de la République l'exécution des droits légaux des travailleurs de l'ex-SIAS. Depuis l'arrivée du cabinet, dans le cabinet du président de la République, le ministre Mahmoud Saleh, nous constatons que les dossiers traînent et il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas d'évolution et nous demandons vraiment à ce que ce dossier-là soit vidé définitivement. On a perdu beaucoup de gens en cours de route. Nous sommes 1000 et quelques travailleurs. Aujourd'hui, on ne se chiffre même pas à 500 travailleurs. Donc nous demandons le président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, vraiment d'exécuter les droits légaux des travailleurs. L'État nous doit 1,5 milliard. Je ne crois pas parce que regardez ces travailleurs-là, ils sont tous vieux. Ils n'ont plus vraiment la force à se battre. Donc seul l'État doit savoir que c'est un État régalien, c'est l'État qui doit gérer sa population et c'est des travailleurs qui ont donné corps et âme à la nation sénégalaise. Au retour, on doit les payer sans bruit. Et direction Touba, Gare Boumak, les habitants de ce quartier périphérique de la Cité Sainte dénoncent l'insécurité qui règne dans cette zone, une insécurité due aux travaux du marché qui sert de refuge aux malfaiteurs. Le sous-préfet de Touba et la municipalité rassurent et annoncent que les travaux du marché Gare Boumak seront achevés d'ici peu, une promesse que les habitants de Gare Boumak ne veulent pas entendre. Une correspondance de Gorondaklo et Tchernofaï. Marché Gare Boumak, lieu de refuge de bon nombre de malfaiteurs, une situation dénoncée par la population de cette localité située au cœur de Touba. Selon elle, agresseurs et voleurs dictent leurs lois. Quand on a pris l'initiative d'assurer la sécurité des lieux, les malfaiteurs nous ont attaqués avec des machettes. Actuellement, personne n'ose sortir la nuit et nous demandons que ce marché soit complètement rasé. Nous ne voulons plus entendre des promesses non tenues. Une situation qui ne laisse pas indifférente les autorités administratives et municipales. Ces dernières annoncent des solutions pour achever les travaux du marché Gare Boumak qui ont déjà accusé du retard. L'État s'est engagé, le ministre de l'Intérieur d'alors s'était engagé et il l'avait même annoncé officiellement au cours d'une cérémonie officielle de Magal de Touba que l'État allait participer au financement de ce marché. Nous sommes dans les négociations, les plans ont été conçus et aujourd'hui on est à la recherche de partenariats pour pouvoir construire ce marché. Donc aujourd'hui c'est la bienvenue que le contexte s'y prête. Nous pensons que l'État prêtera une oreille attentive à ce projet. En visite au marché Gare Boumak, le sous-préfet de Touba soutient que l'État va tout faire pour finir les travaux afin de soulager la souffrance des habitants de Gare Boumak. Je crois qu'il faut discuter avec la population, avec les propriétaires des cantines, avec tout le monde pour trouver une solution à cela. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on ne doit pas laisser ça continuer comme ça. Ça, c'est la chose à éviter. Tout faire par tous les moyens, essayer de voir pour régler ce problème. Je crois que c'est la solution qui... Agression, vol à main armée, entre autres crimes, restent les maîtres mots dont souffre la population de Gare Boumak, perturbée par la présence des malfaiteurs.
Vous avez été victime d'agression. Ce reportage va vous intéresser. Notre reporter a tendu le micro aux victimes d'agression à Sacré-Cœur, à Liberté 6 ou encore à Niaritali. Des victimes racontent comment leurs agresseurs se sont emparés de leurs biens. Abdurrahman Li, Seleman Diallo. C'est ici à Sacré-Cœur, devant ce kiosque à café, que nous avons rencontré Alioune Ndour. Commerçant mais aussi agent de sécurité, il dit être tombé nez à nez sur des agresseurs à la SICAP Liberté 6. Ces derniers l'auraient appâté avec une femme en détresse. Elle était en train d'expliquer que sa famille l'avait abandonnée, qu'elle est fatiguée et que personne ne prend soin d'elle, ces genres de choses. C'est une fille de teint noir. Avant que je ne tourne pour prendre une voiture, 2 hommes sont sortis de nulle part. Lorsqu'ils me parlaient, je les ai écoutés attentivement. Mais à un moment donné, ils ont voulu m'attaquer et ils étaient armés et j'ai naturellement riposté. Alioune sort défiler des agresseurs sans égratignure. Des agresseurs qui n'ont plus d'horaire pour commettre leur forfait sans la moindre pitié. Ils se sont emparés du sac de Fatou Camara qui venait tout juste de terminer sa journée de travail. C'était sur une ruelle vers le camp pénal. Je portais mon enfant. J'ai aperçu 2 jeunes hommes qui étaient à bord d'un scooter, mais je n'avais en aucun moment pensé à une agression, car il était 15h30. Cependant, lorsque je me suis approché d'eux, j'ai commencé à avoir peur. L'un d'eux s'est approché de moi, m'a posé une question, et avant que je n'eus le temps de répondre, il s'est emparé de mon sac. Des assaillants qui ne crachent sur rien, peu importe la valeur. Ngoné Sall en a aussi été victime. Ils lui ont arraché sa coiffure, une perruque communément appelée cheveux naturels. 20h, c'était vers 20h. Le scooteriste était derrière moi. Je croyais même qu'il me connaissait. Dès qu'il s'est approché de moi, il a pris ma perruque. Il s'est par la suite arrêté et a sorti un couteau. Et là, j'ai traversé la route. Heureusement, il y avait des gens aux alentours qui s'inquiétaient pour moi. Et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. De Sacré-Cœur, nous voilà à Niaritali, une zone où les agressions sont récurrentes selon Awatal. Les tensions entre policiers et population y sont monnaie courante. Un refus de port de masque serait à l'origine de celle-ci, ce qui d'ailleurs heurte Awa tout comme l'agression qu'elle a vécue. Là, j'étais à l'avenue Bourguiba pour prendre un bus parce que j'allais au salon en fait. Là, j'ai vu un groupe d'individus, des jeunes qui venaient vers moi. Moi, j'ai rien senti. Donc, je croyais qu'il y avait quelque chose au stade de Mbodjo. Donc là, je suis là arrêtée, j'ai rien senti. Là, ils sont venus, m'ont encerclé. Il y a un qui me touchait partout là pour voir ce que j'ai. Heureusement que je n'avais pas beaucoup de choses. C'était juste mon argent, un peu d'argent et des cheveux de tissage. Là, ils m'ont pris ça. Les parents pour l'éducation de leurs enfants et l'État pour la sécurité des biens et des personnes, des Sénégalais les interpellent pour solutionner ce problème le plus rapidement possible. Abdurrahman Li, merci pour ce reportage. Après Saint-Louis, la région de Louga a abrité la campagne nationale de vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial. La région de Louga, qui se situe dans la zone agro-silvo-pastorale, attend beaucoup du PNADT. Compte rendu Adam Assar et Cheikh Ogaï. La région de Louga est située dans la zone agro-silvo-pastorale avec une économie essentiellement primaire. Cette région attend beaucoup du plan national d'aménagement et de développement territorial. La région de Louga qui nous accueille aujourd'hui est située dans la zone agro-silvo-pastorale et dispose d'une économie essentiellement primaire. La région est la principale zone de production de gomme arabique, notamment dans le département de Linguère. Également, grâce au département de Linguère, la région abrite d'importants effectifs de cheptel. La pêche est pratiquée aussi dans la frange côtière. Le directeur général de l'ANAT insiste sur la revalorisation des ressources territoriales. Les gens me demandent régulièrement c'est quoi une ressource territoriale. Une ressource territoriale, c'est quelque chose
qui porte un territoire, quelque chose qui porte une commune, qui porte un département, qui porte une région, qui porte une portion de l'espace. À Louga, nous avons la chance ici à Louga d'avoir énormément de ressources territoriales de Louga, ici. Quand on parcourt la ville, on voit de belles maisons. Et ces maisons, pour la plupart, appartiennent à une diaspora. La diaspora lougatoise contribue énormément à la construction de Louga. Mais malheureusement, cette ressource territoriale n'est pas bien valorisée à sa juste valeur. Pour le gouverneur de la région de Louga, ce plan arrive à son heure. Selon El Hadji Bouya Amar, la région est confrontée à beaucoup de litiges fonciers. Vraiment, ce plan aussi vient à point nommé, parce qu'au-delà même vraiment de son but de planification, vraiment il va nous permettre. Et quand je dis nous, c'est bien sûr, c'est nous autorités administratives, aussi bien autorités quand même de décentraliser, de mieux gérer le territoire. Prendre d'abord les questions de limites, les questions aussi de mise en valeur de l'espace harmonisé. Parce qu'aujourd'hui, en matière de développement, quand vous prenez la région de Louga, vous savez que c'est une région qui est dominée par le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et même le secteur aussi tertiaire. Maintenant, pour faire cohabiter l'agriculture et l'élevage, mais il faut une bonne gestion de l'espace. Pour avoir une bonne gestion de l'espace, il faut que maintenant chaque maire vraiment puisse savoir que dans son périmètre communal, voilà l'espace qui est prévu pour l'agriculture, voilà l'espace qui est prévu pour l'élevage, voilà l'espace qui est prévu pour l'industrie, voilà aussi l'espace qui est prévu aussi pour les réseaux routiers. Donc tout ça va nous permettre quand même de mieux gérer le territoire. La région de Louga est subdivisée en 3 départements. Elle compte 58 collectivités territoriales. Dans notre portrait du jour, nous nous intéressons à un jeune laveur, Fallou Sarr, c'est son nom. Il dit aimer ce métier, pourtant il a tenté auparavant le commerce, la maçonnerie, la mécanique, tout cela pour subvenir à ses besoins. Il est originaire de la région de Saint-Louis. Abdourahmane Ly nous le présente. Fallou est laveur de voitures. Il vient de Fissel Mbadane dans la région de Thiès. À Dakar, pour gagner sa vie, il fait ses débuts dans le commerce comme marchand ambulant. Un projet tombé à l'eau. J'ai fait 2 ans dans le commerce. Vous savez, pour durer dans ce domaine, il faut des moyens. Il est arrivé des moments où je rencontrais beaucoup trop de difficultés. Je ne parvenais pas à vendre un seul tissu. Du coup, j'ai décidé d'arrêter pour me concentrer sur autre chose. Un échec qui ne le décourage pas, Fallou s'est relevé et a tenté sa chance dans la maçonnerie avant de se tester dans la mécanique. Je tentais de suivre les pas de mon père. Il était maçon, mais au bout d'un moment, j'ai décidé d'abandonner car ça ne m'arrangeait pas. J'ai aussi essayé la mécanique, mais je n'avais personne pour me soutenir, raison pour laquelle je n'ai pas non plus duré dans ce métier. Le dernier virage le conduit au lavage de véhicules, un métier qu'il exerce depuis 6 ans aujourd'hui. Pas de saut métier pour lui. L'essentiel pour Fallou est que cela lui permette de subvenir à ses besoins. Je fais ce métier car j'aime ce que je fais avant tout. Grâce à ce métier, j'arrive à subvenir à mes besoins et surtout à apprendre à conduire. Par jour, je m'en sors avec 5 000 francs ou 3 000 francs au minimum. Il y a également des gens qui me payent par mois. Malgré tout, des Sénégalais ne se sentiraient pas à l'aise d'exercer ce métier. La raison, Fallou révèle. Il est de ceux qui croient que les laveurs de véhicules sont de pauvres types, alors que tel n'est pas le cas. Depuis que j'exerce ce métier, pas une seule fois je n'ai demandé de l'aide à quelqu'un. Il y a également ceux qui ont appris à conduire grâce à ce métier. Des gens ont pu même acheter leur propre véhicule grâce à ce travail. Il n'y a pas de saut métier, a-t-on l'habitude de dire. Fallou confirme et appelle les jeunes à rester dans leur pays qui, pour lui, a besoin d'eux. Par ailleurs, il invite l'État à jouer sa partition dans ce processus.
Les travaux de réfection du stade Léopold Sédar Senghor prévus en janvier 2021, les riverains rencontrés à l'esplanade du stade dénoncent la lenteur des travaux et souhaitent une reprise des activités sportives dans les plus brefs délais. Certains proposent le recrutement des jeunes pour l'entretien des lieux. Un reportage de Mohamed Rassoul Khan. Nous sommes à l'esplanade du stade de Léopold Sédar Senghor. Ici, peu de personnes sont sur les lieux. Quelques déchets plastiques dans le stade, dont les travaux de rénovation, sont envisagés. Tout de même, ce commerçant déplore la lenteur dans le lancement des travaux et souhaite la reprise des activités. Le Sénégal est un pays où on adore le foot. Le stade devait être rénové depuis très longtemps. Les activités sportives doivent reprendre. Le Sénégal ne peut pas organiser de grandes compétitions parce que nos stades et nos pelouses sont dans de mauvais état. Il propose le recrutement des jeunes pour sécuriser le stade et appelle les riverains à l'entretenir. Si on laisse le stade dans de mauvaises conditions, c'est fort possible que les gens y jettent des ordures. On devait réhabiliter le stade depuis très longtemps. En plus, je propose qu'on recrute des jeunes qui s'en occupent. Et il faut y mettre des éclairages, comme dans les stades européens. Mais les Sénégalais doivent revenir à la raison et prendre en charge le stade sans y laisser des ordures, car ce n'est pas un lieu d'ordures. Cet agent de sécurité partage l'avis du commerçant sur la reprise en charge du stade. Il appelle les autorités à poser le débat pour conduire les travaux à terme. L'État doit prendre des mesures, il doit recruter des jeunes pour entretenir le stade. De toute façon, on écoute les autorités par rapport à la finalisation des travaux, car c'est à eux de poser le débat en faisant une descente sur le terrain, puis proposer des solutions. Et ça serait mieux. Les travaux démarrent en janvier 2021. À terme, l'enceinte sera améliorée pour mieux accueillir les sportifs, à moins que la hausse des cas de Covid-19 ne ralentisse pas les travaux. Mohamed Rassoul Khan, la reprise des activités de beaucoup de fédérations est prévue au mois de janvier prochain. Cependant, l'interdiction des rassemblements sur les lieux publics, les salles de sport, les terrains et les plages est encore en vigueur. Conséquence, l'Union des syndicats de footballeurs et entraîneurs parle de 2 poids, 2 mesures. Selon Yatma Diop, ancien international et membre de la dite Union, l'État a exclu une nouvelle fois les sports dans sa prise de décision. Que l'État prenne des dispositions quand on est dans une situation assez singulière. Mais quand on prend les décisions, on les prend pour tout le monde. On ne peut pas dire les marchés ça fonctionne, les bus ça fonctionne, etc. Les marchands ambulants, tout fonctionne. Mais non, les sports non. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je dis, bon, on voit que sur les stades d'Europe, les gens jouent, ce n'est plus les grands publics. Mais bon, il y a quoi, une cinquantaine de personnes peut-être, ou bien une centaine, mais à des distances assez importantes. Moi, je ne vois pas pourquoi on accepte toutes les manifestations publiques au Sénégal, notamment en matière de religion. Et puis après, on dit, ah non, il n'y a pas que la religion. Il y a les carapides, il y a les bus, il y a les tatas, il y a les marchés. Partout au Sénégal, on peut être en grand nombre, sauf dans les stades, sauf dans les sports. Mais attends, ça ne marche pas. Ou on le fait pour tout le monde, ou on le fait pour personne. Voilà. Si l'État avait dit tout s'arrête, j'ai dit oui, attention. Ils ont la responsabilité de gérer le peuple sénégalais. Donc, ils ont des informations que moi, je n'ai pas. Donc, je leur accepte la possibilité de me dire de ne pas aller là ou de faire ceci ou de faire ça. Mais en ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. Moi, c'est ça qui me choque. Quand on laisse tout le monde dans les rues, les gens font ce qu'ils veulent dans les rues, en grand pompe, etc., avec des radios en amplitude. Et puis voilà, on dit, ah non, pour les sports, non. Pourquoi? Au contraire, le sport, c'est presque la santé. C'est la gestion d'une partie de la santé. Si les gens sont en bonne santé, il n'y a pas de maladie. Donc, je ne comprends pas.
Et votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, s'intéresse aujourd'hui à la corruption. Prétexte la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption mercredi dernier. Un phénomène difficile à combattre. C'est ce qui a poussé nos confrères de Sud Quotidien à réaliser un dossier intitulé « Lutte contre la corruption. Le Sénégal traîne toujours les pieds ». L'auteur Jean-Pierre Malou est d'avis qu'il faut renforcer notre arsenal juridique. Le point avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. La lutte contre la corruption, un véritable défi à relever. Pour nos confrères de Sud Quotidien, le phénomène persiste toujours. C'est un fait, autrement dit, c'est une réalité, quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. Particulièrement dans les pays sous-développés, l'Afrique, ou de façon singulière, je dirais, le Sénégal. Donc la corruption n'épargne aucun pays au monde et ça porte un lourd préjudice à nos économies rampantes. C'est l'impunité qui favorise la résistance à la corruption au Sénégal, dixit le responsable de l'ex-Africa. Iliman Khan a livré une analyse sans complaisance de ce mal qui gangrène le développement du pays. C'est extrêmement important et je pense qu'il a pointé du doigt le mal même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Sénégal dispose d'un arsenal juridique institutionnel qui est mis en place, mais en réalité, cet arsenal n'a pas d'effet escompté en réalité. Donc c'est des sous qui sont engloutis, des ressources financières, des ressources humaines qui sont consacrées pour barrer la route à cette corruption, mais au regret, on se rend compte que vraiment ça ne répond pas par rapport aux attentes. Le président du think tank Lex Africa va plus loin. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires doivent jouer pleinement leur partition. Les pouvoirs judiciaires et exécutifs sont appelés à réguler. Je vais un peu paraphraser un peu par rapport en empruntant la pensée de Barack Obama qui disait que par exemple on n'a pas besoin d'hommes forts mais on a plutôt besoin d'institutions fortes. Et ici, on est au regret de constater que c'est des politiques, c'est des engagements, c'est des vœux pieux qui sont souvent lancés par-ci par-là et au finish, voilà, le résultat escompté n'est pas là. Dans la zone UEMOA, tous les pays sont dans la zone rouge. Le Sénégal n'est pas en reste. Il traîne toujours les pieds. À mon avis, c'est un manque de volonté politique. Tout simplement. Parce que l'arsenal qui permet aujourd'hui d'encadrer, qui permet de faire face à tout cela, le cadre, il est là, il est légal. Mais quand vous imaginez un président de la République qui dit que j'ai mis par exemple l'institution comme l'OFNAC ici pour barrer la route aux torpilleurs, aux grands manipulateurs. Donc, et en réalité, rien n'est fait dans ce sens. On reste toujours dans le statut de discours. Il n'y a pas de faits réels concrets. Ça pose problème. Donc, c'est dire que c'est une question de volonté politique. Si les décideurs politiques s'engagent à mettre fin à ça, c'est possible. Je pense que depuis pas moins de 5 ans ou 6 ans déjà, qu'on est toujours dans la zone rouge. Donc c'est pour dire toute l'Afrique et pratiquement l'Afrique de l'Ouest est dans la zone rouge. Ça veut dire qu'il y a du sérieux. Chaque année, c'est des rapports qui sont produits et puis il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions.
normalement un État qui fonctionne, qui a le souci de son développement, doit pouvoir sanctionner positivement comme négativement. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. La corruption peine toujours à reculer au Sénégal, un phénomène difficile à combattre, reconnaît mon confrère. L'information continue sur www.emedia.sn à 21h05. Boubacar Diallo vous invite tous à la télé en compagnie de Hassan Diaye et le Ngewelgui. Ce n'est pas tout. Nickel Noureddine sera là également dans Tradi Musique et à minuit et quart, revivez la soirée de Pape Diouf au Pullman. Très bonne soirée sur ITV et à demain pour un autre journal.